Bien, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle et dernière de notre cycle sur les routes de la soie. Tout de suite, je passe la parole à Hervé Triboulas-Pierre qui nous présente notre intervenant de ce soir, Régis Janté, qui va nous parler des nouvelles routes de la soie qui font pivoter le monde. Merci Gwen, donc bienvenue à toutes et à tous. Donc comme vous le savez, sûrement pour beaucoup d'entre vous, donc dès 2021, c'est l'année du cinquantenaire d'Explorator. Nous avons lancé pour ce faire notre voyage du cinquantenaire, 50 jours de Sienne à Istanbul. Et autour de ce voyage, nous marquons cet événement en saluant depuis le début de l'année par un cycle de 6 conférences sur les routes de la soie qui se termine ce soir, la plus belle et la plus longue aventure humaine qui ait positivement marqué l'histoire de l'humanité. Nous accueillons ce soir pour notre 6e et dernière conférence Régis Janté, journaliste, correspondant du Figaro, d'RFI et de France 24 pour le Caucase et l'Asie centrale. Il est le premier de nos conférenciers à vivre quotidiennement dans le périmètre de ce que furent les routes de la soie. Il en est de facto au balcon des nouvelles routes de la soie décrétées par M. Xi, l'actuel empereur de Chine. Et c'est donc dans ces nouveaux glissements de terrain géopolitique que Régis Janté va nous décrypter sur fond de Covid. À vous, Régis. Bonsoir, je suis vraiment très heureux et très flatté d'être avec vous ce soir pour vous parler de cette région où je me suis installé voilà une vingtaine d'années et dont enfin, j'étais venu pour 6 mois au départ et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui, tant c'est passionnant, tant c'est riche, tant c'est une région aussi en mouvement. Derrière moi, enfin c'est une image, mais c'est le mont Ararat, je vous parle depuis l'Arménie où je suis en train de couvrir des événements politiques assez important. Et l'Arménie, c'est aussi d'ailleurs un des pays ou une des régions qui était sur les routes de la soie depuis très longtemps. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller aujourd'hui dans le sud de l'Arménie. Et au retour, je voyais une petite ville qui s'appelle Dvin et qui était au haut Moyen-Âge une des foires pour la vente de soie chinoise qui était très, très réputée. Donc, on est vraiment, c'est à 40 km d'ici. Donc, on est véritablement sur les routes de la soie. Je vais beaucoup parler d'Asie centrale ce soir, donc un tout petit peu plus à l'est, de l'autre côté de la mer Caspienne. C'est là que j'ai pu observer dans ma modeste carrière ce basculement, ce pivot vers l'est, j'ai envie de dire, ce pivot du monde. C'était vraiment un lieu intéressant depuis 20 ans que je fais ce métier, et ça s'est vraiment passé ces 20 dernières années. Ce moment où on a senti que le monde était peu à peu en train de basculer. On aurait certainement pu observer cela en Afrique, etc., en Europe, en port de Thessalonique, dans plein d'endroits du monde. Mais l'Asie centrale était véritablement un endroit privilégié parce que, comme on le dit d'ailleurs, c'est une sorte d'arrière-cour de la Chine. La Chine est juste derrière. Juste à côté en fait de l'Asie centrale, et ça a joué un rôle très important pour la façon dont la Chine d'aujourd'hui, telle qu'on la connaît, dont on parle tous les jours dans nos journaux aujourd'hui, eh bien, est en train de se fortifier, de se construire, de se reconstruire en quelque sorte, et de prendre la place qui est la sienne aujourd'hui, qui est quasiment d'être la première puissance économique du monde. Ce n'est pas une affaire banale. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, des gens de la Maison-Blanche insistent auprès des Européens pour avoir leur propre politique chinoise en disant que si l'URSS, dans les années 70-80, était finalement un colosse au pied d'argile, comme on le disait, parce qu'on savait que son économie ne tiendrait pas, ce n'est pas du tout la même histoire avec la Chine, et on sait que son économie est solide et qu'elle sera véritablement la première puissance mondiale, et c'est ce qui va marquer très certainement les décennies à venir. Alors les premières conférences, les 5 premières conférences, donc étaient plutôt des conférences d'historiens. On vous a raconté le passé. Moi, je vais essayer de raconter l'histoire présente très modestement, en vous racontant quelques événements, quelque chose que j'ai pu observer depuis une vingtaine d'années que je couvre cette région. Ce sera une manière de raconter le monde comme il va et comme il ne va pas, de raconter le monde comme il tourne et comme parfois il tourne mal, sachant que les routes de la soie, pour faire un
un jeu de mots, peut-être un mauvais jeu de mots, mais ce n'est pas toujours de la soie. Et je me dis que lorsqu'on est touriste, et je le suis aussi parfois, on le fait pour observer la beauté du monde, et il faut le faire, mais on a aussi, je crois, on est tous un peu pareil, on a tous aussi envie de voir le monde tel qu'il est, et voyager, ça sert à ça, et on observe comme ça des petites choses lorsqu'on arrive quelque part et qui nous disent des choses du monde comme il est en train d'aller, comme il va. Là, je suis venu en Arménie hier, par exemple. C'est un pays où je suis venu 30 fois, mais j'étais avec un jeune stagiaire que j'ai en ce moment et qui découvrait pour la première fois l'Arménie. Et tout de suite, il avait remarqué, par exemple, les uniformes des policiers arméniens. Tout de suite, il avait compris que ça nous disait beaucoup de choses de ce pays-là, qui se trouve, c'est des uniformes très soviétiques en réalité, etc. Et en un clin d'œil, il avait déjà compris que nous sommes dans un pays sous influence russe, par exemple, alors qu'on venait de Géorgie, qui est un pays d'influence plutôt pro-occidentale, où les policiers ont des uniformes à l'américaine. Tous ces petits détails qu'on aime observer et qui sont très importants lorsqu'on voyage comme touriste, au-delà des musées et des œuvres de l'architecture du passé, nous disent beaucoup de choses et je crois que c'est très, très important et c'est passionnant à faire en réalité. Si on parle ce soir des routes de la soie, c'est parce qu'effectivement l'Asie centrale a été ce lieu du pivot. On va donc beaucoup parler de géopolitique, on va faire une sorte de voyage géopolitique et comme je l'expliquais avec mes exemples des uniformes policiers, ce sont des choses très concrètes. La géopolitique, ce n'est pas quelque chose de stratosphérique, de très théorique, c'est en réalité quelque chose de très, très concret qui se remarque immédiatement en général dans nos vies. Alors, ce n'est pas par hasard, comme je le disais dans la présentation, qu'en septembre 2013, c'est précisément en Asie centrale, à Astana, depuis cette capitale du Kazakhstan a été rebaptisée Nur-Sultan, du prénom de l'ancien président, du premier président du Kazakhstan indépendant, Nur-Sultan Nazarbayev. C'est en septembre 2013 à Astana, dans l'université appelée Nur-Sultan Nazarbayev, bien que Xi Jinping, le président chinois, a pour la première fois présenté sa nouvelle version, son nouveau projet des nouvelles routes de la soie qu'on appelle une ceinture, une route. En anglais, on l'appelle OBOR, One Belt, One Road. Et c'est effectivement là que ça se passe. Et je disais que l'Asie centrale, c'est l'arrière-cour de la Chine. C'est d'une certaine manière un des points par lequel elle se projette dans le monde, c'est-à-dire au cœur du continent asiatique. Les gens qui font de la géopolitique, et je pense au grand géopoliticien américain, par exemple Brzezinski, disait qui contrôle le cœur de l'Eurasie contrôle le monde. Donc il y a des choses comme ça qui semblent un peu théoriques, mais effectivement qui semblent importantes. En tout cas, c'est là que Xi propose son projet de nouvelles routes de la soie. Alors, aussi parce que la Chine a une histoire tout à fait... on considère l'Asie centrale comme extrêmement importante. Le Xinjiang, dont on parle beaucoup aujourd'hui à cause de la population musulmane turkestane de Chine qui est enfermée dans des camps, mais c'est effectivement la région de la Chine occidentale, donc il la projette vers le cœur de l'Asie centrale, donc c'est extrêmement stratégique pour Pékin. C'est une zone qui était complètement fermée à l'époque soviétique, il n'y avait vraiment pas d'échange. Du jour où l'URSS a éclaté et que les 5 républiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan sont devenues indépendantes, eh bien la Chine a commencé à esquisser des relations avec, assez vite, à vrai dire. On a créé aussi une grande organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai et qui a été d'abord une grande organisation dans laquelle on retrouve la Chine et la Russie et ces pays d'Asie centrale pour régler les questions de frontières qui se sont plutôt bien passées, parce qu'il n'y a pas eu de conflit, alors que le passé russo ou sino-russe ou sino-soviétique plutôt était très lourd. Souvenez-vous de cette grande fâcherie entre Moscou et Pékin avec la Chine maoïste dans les années 60-70. On était au bord de la guerre. Donc on a réussi après 1991 à travers notamment cette organisation de coopération de Shanghai très puissante, en tout cas qui réunit des pays très puissants, d'abord la Chine et la Russie, à s'entendre sur les frontières. Pour la Chine, la grande obsession,
c'était le séparatisme, ce qu'elle considérait être le séparatisme de cette région ouïghour. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un sujet en soi extrêmement important qui a à voir avec toute la manière dont la Chine conçoit l'unité de son territoire, l'unité de sa population, quelle est la place pour la diversité religieuse, etc. C'est vraiment une question difficile, mais par rapport à l'Asie centrale dont je vous entretiens ce soir, c'était véritablement important. Et tout de suite, il y a eu d'ailleurs des liens entre Pékin et chacune des capitales de ces pays pour faire en sorte que eh bien, les opposants aux régions de Pékin ne puissent pas fomenter des coups, etc., à partir des régions d'Asie centrale. Et puis, une fois que ces questions purement sécuritaires ont été plus ou moins réglées entre Pékin et chacune de ces nouvelles capitales, ces nouveaux pays indépendants de l'Union soviétique, les 5 que je citais, on a pensé notamment à la sécurité énergétique. J'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est très important. Là encore, c'est l'arrière-cour. C'est là que la Chine, pour nourrir son développement, sa croissance à 2 chiffres, plus maintenant, mais il y a quelques années, souvenez-vous, eh bien, c'est là qu'on est allé chercher une partie de son pétrole et de son gaz au Turkménistan, au Kazakhstan, notamment. Donc, ça a été véritablement important et je reviens sur mon expression tout à l'heure, ce n'est pas par hasard si c'est là que Xi Jinping est venu annoncer son nouveau projet des routes de la soie en septembre 2013. Alors ça, c'est extrêmement important. Je parlais de toute l'importance économique de la Chine, mais c'est aussi de manière, à travers ces routes de la soie, je parle de manière plus globale, d'ailleurs, au-delà de l'Asie centrale, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, c'est une manière de redessiner les cartes du monde, de refaçonner le monde à leurs mains, en contrôlant des ports, le port de Thessalonique, des ports au Portugal, des hubs logistiques, des routes. Et ce n'est pas simplement acheter des ports que Pékin pourra utiliser pour vendre la production, qui lui permet d'employer son immense population, etc. C'est aussi une manière, évidemment, d'imprimer sa marque sur le monde, de le dominer d'une certaine manière pour asseoir sa puissance. C'est une pure logique de puissance. C'est aussi une manière, et on l'a très bien vu avec la crise du Covid, on pourra en reparler plus tard si vous voulez, mais d'asseoir, ou en tout cas d'essayer d'imposer son mode de gouvernance autoritaire, voire dictatoriale au monde. Lorsque vous vendez, par exemple, des technologies du type reconnaissance faciale je sais pas, à l'Équateur ou à la Guinée, comme ça a été le cas de ces dernières années, vous le vendez avec pas seulement de la technologie, mais aussi toute une idéologie, toute une manière de contrôler une population. C'est pour vous dire combien je crois que ce sujet est important. Et puis, pour prendre un détail, mais qui me semble très, très important, par exemple, de 2015 à 2018, l'Organisation mondiale ISO, vous savez, ces normes techniques qui sont celles qui ont permis à l'ordinateur depuis lequel je vous parle, ou bien aux lunettes que je porte, d'être produites et écoulées sur le marché, eh bien, les normes ISO de 2015 à 2018 sont présidées par un fonctionnaire chinois. Donc, c'était quelque chose de très important. Alors, ce n'est pas parce que la Chine, aussi puissante qu'elle est, et notamment pour ses voisins d'Asie centrale, à laquelle d'ailleurs elle proposait aussi une alternative contre la Russie, puisque la Russie était l'ancienne puissance coloniale, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., avaient assez envie aussi de se démarquer, en tout cas de prendre un peu leur distance vis-à-vis de Moscou. Et ça se fait toujours en imposant une autre grande puissance. Alors, ça s'était fait par exemple au tout début des années 90 avec un grand soutien américain pour les nouvelles indépendances. Et puis, donc, la Chine est arrivée dans ce jeu. Donc, on a notamment un jeu à 3, la Chine, les États-Unis, la Russie, avec lesquels les républiques d'Asie centrale jouent pour mieux asseoir leur indépendance, finalement, vis-à-vis de l'une ou de l'autre. Alors, en septembre 2013, lorsque Xi Jinping vient, il vient dans la capitale Astana, à l'époque, elle s'appelait donc Astana, la capitale du Kazakhstan. Et je voudrais dire quelques mots, parce que ça dit énormément de choses de ce qui se passe dans cette région, et de ce que vous pouvez voir lorsque vous les visiterez, parce que je vous invite à venir visiter ces régions, c'est passionnant. Le président Nursultan Nazarbayev, ancien apparatchik, qui prend la tête du pays en 1991 et qui l'a quitté simplement en 2019, tout en gardant un rôle très important dans le pays, un régime autoritaire, avait construit son pays autour d'une idéologie qu'on appelle l'eurasianisme.
je ne reviens pas sur toute l'histoire de l'eurasianisme, mais en gros, il explique que le Kazakhstan est entre l'Europe et l'Asie, a pris le meilleur des valeurs des uns et des autres. J'insiste sur le mot valeur, on y reviendra un petit peu. Et il a voulu faire de cette capitale qu'il a construite ex nihilo, et avant la capitale était Almaty, au tout début, Astana n'est devenue capitale qu'en 1997. Almaty étant trop au sud du pays, ne permettait pas d'asseoir le pouvoir sur cet immense pays, qui est grand comme 5 fois la France, le Kazakhstan. Et il a construit une capitale ex nihilo grâce à l'argent du pétrole, parce que le Kazakhstan est très riche en pétrole et très riche dans tous les minerais. Vous avez toute la table de Mendeleïev dans le sol du Kazakhstan, ce qui fait que vous avez par exemple pour les entreprises françaises Orano, Kazakhstan très important pour le minerai d'uranium par exemple. Alors, avec cet argent qu'il avait, cette immense fortune, il a construit une capitale qui justement a construit d'immenses édifices donnant une image du pays, prenant une partie de son inspiration esthétique, architecturale en Occident, par exemple avec des bâtiments extrêmement modernes, un peu comme on peut voir aussi à Dubaï, par exemple, en verre, s'offrant les meilleurs architectes. Je pense par exemple à Norman Foster, un grand architecte anglais qui a construit une pyramide qui lui permet de symboliser un certain nombre de valeurs, soi-disant valeurs de ce pays. On a été aussi copié un certain nombre d'édifices dont on a repris les modèles et même les plans qui ont été offerts à la Russie, par exemple, ce qu'on appelle les Vysotki, c'est les 7 tours de Moscou construites sous Staline. Donc vous en avez une en version un peu modernisée à Astana. Vous avez aussi une réplique absolue du théâtre du Bolchoï qui côtoie des bâtiments en verre ultra modernes. Vous voyez l'éclectisme, pas toujours de bon goût, mais parfois vous avez des très beaux immeubles. Et puis vous avez aussi, par exemple, le palais présidentiel qui s'appelle Ak-Orda, qui est en kazakh, qui est une langue turcique, qui veut dire la Maison Blanche. Donc je vous laisse imaginer un peu où est l'inspiration. Une Maison Blanche surmontée d'une coupole bleue. Alors là, on a la référence à l'islam, effectivement, par exemple. Et puis, vous avez aussi un bâtiment qui est très, très étonnant, assez beau, je trouve, qui s'appelle Khan Shatir, c'est-à-dire la tente du Khan, vous savez, comme Gengis Khan, donc les rois nomades, disons, en quelque sorte, et qui est un bâtiment ultra moderne, en forme de tente, très très haute. Et à l'intérieur, ce sont des immenses centres commerciaux, restaurants, avec des piscines au dernier étage, etc. Donc, vous voyez, tout cet éclectisme, c'est une manière pour le Kazakhstan, et c'est ça que j'ai pu observer, parce que les années où j'y vivais, notamment 2005-2006, c'était des années véritablement de construction. Le Bolchoï d'Astana n'était pas construit, par exemple, à l'époque. Khan Shatir, je l'ai vu en construction, qui montre combien ces pays-là cherchent de l'éclectisme, à diversifier aussi leurs alliances géopolitiques pour mieux asseoir leur indépendance, ne pas dépendre que de la Russie, par exemple, ou ne pas dépendre que de la Chine. Personnellement, pour moi, comprendre comment ce monde pivotait, et ça me donnait déjà une idée de là où allait le monde globalement à ce moment-là, je parle des années 2005, c'est qu'en m'intéressant par exemple à Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan, j'ai compris à un moment donné, ce n'était pas toujours expliqué partout, mais que son grand modèle était Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, c'est le père fondateur, disons, de Singapour. Là encore, vous voyez, on va chercher des références qui ne sont pas forcément celles qu'on attend, et donc on va la chercher à Singapour. Lee Kuan Yew, c'est quelque chose de très important qui va permettre à Singapour, qui est une ville-État en quelque sorte, de devenir un modèle politique pour la Chine. C'est-à-dire, le vrai modèle de la Chine, ce n'est pas la Chine qui l'a créé toute seule, elle va le chercher à Singapour, et Lee Kuan Yew a influencé le père de la Chine moderne, qui est Deng Xiaoping. Et Nazarbayev est allé chercher son modèle là-bas. Alors, c'est un modèle qui notamment veut prendre ses distances avec l'Occident, qui, souvenez-vous, il y a très longtemps, il y a 15 ans, dominait encore pleinement le monde. Et par exemple, Lee Kuan Yew avait mis en avant l'idée des valeurs asiatiques, sous-entendu les valeurs démocratiques, etc. On n'en veut pas. Je ne juge pas cette question, parce que c'est une vraie question difficile à comprendre et à expliquer. On ne peut pas s'en débarrasser en 2 minutes, mais en tout cas, c'est une manière de dire que la démocratie, ce n'est pas pour nous, et on va se construire selon un autre modèle. Et il parlait aussi de démocratie dirigée, alors référence à la démocratie, mais tout de même très dirigée. Et ça va donner un régime qui est celui qu'on observe plus ou moins en Chine aujourd'hui, donc le régime de Singapour, avec de l'autoritarisme, du libéralisme économique, et même un grand libéralisme économique,
pour l'efficacité économique, parce que c'est là qu'on pense qu'on peut véritablement produire de la richesse, une population qu'on laisse être consommer la modernité, consommer dans les supermarchés, enfin, à qui on veut donner un pouvoir d'achat, combiné aussi à une sorte de capitalisme d'État, contrôlé donc par le pouvoir des grandes entreprises et souvent contrôlé aussi par la famille qui dirige le pays. Et par exemple, Lee Kuan Yew avait créé ce qu'on appelle la Temasek, qui est une sorte de holding de grandes entreprises qui contrôlait les grandes entreprises donc de Singapour avec des intérêts personnels pour lui-même et sa famille. Et c'est exactement la même chose qu'on a pu voir au Kazakhstan avec une holding qui ne s'appelle pas la Temasek, mais qui s'appelait Samuruk, qui s'appelle toujours d'ailleurs Samuruk Casina, et qui est véritablement un mastodonte contrôlant la grande entreprise pétrolière nationale. Alors, c'est un des grands producteurs du monde de gaz et de pétrole, le Kazakhstan, l'entreprise atomique et productrice d'uranium, un certain nombre d'entreprises produisant des minerais, etc. Alors voilà, et on voit bien que le Singapour de Lee Kuan Yew va préfigurer la Chine d'aujourd'hui et aussi notamment des pays d'Asie centrale, essentiellement le Kazakhstan qui s'est plus directement inspiré de ça. Alors pourquoi je l'ai déjà un peu souligné, d'abord parce que ces pays-là ont besoin d'asseoir leur indépendance et les dirigeants veulent aussi pouvoir véritablement diriger leur pays dans un mélange qu'il est très difficile de comprendre parfaitement, mais un mélange à la fois d'intérêt national. Je ne veux pas nier qu'il n'y a pas d'intérêt national dans la tête de ces dirigeants, mais aussi beaucoup d'intérêt personnel. Et la plupart des dirigeants d'Asie centrale sont des milliardaires, et leurs familles sont milliardaires. Alors, toute cette histoire, le Kazakhstan est un très bon exemple, c'est un pays ouvert, qui a véritablement eu un capitalisme, qui a su créer un secteur quasiment ex nihilo. Hein. L'époque soviétique avait très peu utilisé le pétrole et le gaz du Turkménistan, on le produisait uniquement en Russie, dans l'Oural, etc. Et donc, au tout départ, pour asseoir son indépendance, par exemple, le Kazakhstan va beaucoup s'appuyer sur les États-Unis. Et les États-Unis vont venir aussi pour aider le Kazakhstan à se distancier de la Russie. C'était une manière peut-être d'affaiblir un peu Moscou sur la scène internationale. Donc, on va avoir dès la fin de l'URSS, avant même que l'URSS ne soit dissoute, par exemple, des gisements pétroliers qui sont confiés à des grandes entreprises américaines. Je pense au gisement de Tengiz Chevron, qui est toujours un gisement en production. On va aider aussi le Kazakhstan à se défaire de son arsenal nucléaire. En échange d'un certain nombre de garanties sécuritaires, etc. Donc, véritablement une indépendance qui est très soutenue par l'Occident. Sauf que ces dirigeants, n'ayant pas de culture démocratique, la population non plus, et puis on ne crée pas une démocratie en un jour, évidemment, vont aussi vouloir prendre leur distance avec l'Occident pour ne pas avoir à trop parler de démocratie, pour dire les choses simplement, sachant qu'on veut aussi continuer à prendre ses distances vis-à-vis de Moscou, qui est l'ancienne puissance coloniale. Le Kazakhstan, par exemple, a 7000 km de frontières non matérialisées avec la Russie. Donc, avec une puissance comme la Russie, on ne peut pas se permettre de se fâcher, mais en même temps, il faut absolument les contenir pour ne pas non plus redevenir une sorte de colonie. Et donc, on va voir M. Nazarbayev venir aller chercher des appuis en Asie. J'ai parlé de Singapour. Bientôt, ce sera la Chine, ce sera aussi le Japon, qui est par exemple un acteur important de l'uranium au Kazakhstan, la Corée du Sud notamment, et puis le monde arabe aussi, puisque c'est un pays musulman, comme la plupart des pays d'Asie centrale. Eh bien, le Kazakhstan va aussi développer des liens avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, avec d'autres pays comme ça. Donc là, c'est aussi un reflet de cette idéologie eurasianiste dont je vous parlais et qu'on retrouve en 3D, si on peut dire, lorsqu'on visite la capitale du pays, Astana, devenue donc Nur-Sultan depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est une manière aussi de dire que le pivot du monde ne se fait pas simplement parce que la Chine est puissante et qu'elle attire à elle les autres pays, ça vient aussi de dynamiques intérieures, dynamique de pouvoir, etc. Ce qui n'était pas gagné, puisque, par exemple, dans toute l'Asie centrale, il y a une forte défiance à l'égard de la Chine, ce qu'on appelait le péril jaune, hein, ce dont on parlait à l'époque soviétique, qui a été d'ailleurs quelque chose de tout à fait entretenu par le KGB soviétique, puisque dans le contexte de la rivalité sino-russe, on a créé à travers les médias soviétiques, etc., toute une image diabolisant la Chine, et ça pose des problèmes aujourd'hui à la Chine, puisqu'il y a eu souvent des
des événements assez violents, parfois à l'encontre de la Chine, au Kyrgyzstan par exemple, où elle est pourtant très, très importante. Alors, puisque je parle du Kyrgyzstan, c'est un autre aspect qui m'a permis moi aussi de voir combien le monde était en train de pivoter, comme je le dis, depuis une vingtaine d'années, notamment de manière assez accélérée. C'est lorsque j'allais au Kyrgyzstan, et j'ai vécu un an au Kyrgyzstan en 2007, avec un fameux bazar qui était le bazar de Dordogne, dont je voudrais un peu vous parler à présent, qui est donc juste à côté de la capitale du Kyrgyzstan, Bichkek. Le Kyrgyzstan, c'est un petit pays, turcique également, de peuples venus à l'origine certainement du fin fond de la Sibérie, puis qui est descendu vers le sud. C'est une langue turcique, de montagne, très très beau pays, un peu sur le sud, proche de l'Ouzbékistan. Donc les Kirghizes sont plutôt des nomades, originellement en tout cas, avant l'Union soviétique. Les Ouzbeks qui vivent dans une partie du sud du pays, eux, sont plutôt des sédentaires, des commerçants, des agriculteurs. Bon, ça, c'est un peu les clichés, mais c'est tout de même un peu de là que viennent les cultures des uns et des autres. Et en tout cas, avec l'ouverture en 1991, la grande pauvreté de ces pays, je crois qu'il faut bien voir que ce sont des pays qui se sont écroulés du jour au lendemain, fin 1991, ça va faire 30 ans cette année. Ce sont aussi des pays qui avaient une fonction dans l'économie soviétique. Chacun avait sa fonction. Par exemple, le Kyrgyzstan, sa fonction était agricole notamment, on produisait de la laine mérinos. Donc, ça permettait de la production textile, etc., dans toute l'URSS. Et puis tout d'un coup, l'URSS s'écroule, donc on n'a plus besoin. La fonction économique auquel tout un pays était destiné, tout d'un coup s'écroule, on n'en a plus besoin. Et donc, c'est une catastrophe économique. On se retrouve dans des années, au début des années 90, partout, ici aussi en Arménie, c'est même assez terrible. Avec une grande dépression économique. Et donc, le marché de Dordogne va ouvrir au début des années 90 parce que aussi, ça permet d'avoir de la production de biens chinois qui coûtent très peu cher, tout simplement. Et ça va devenir le plus grand bazar d'Asie centrale. J'emploie le mot bazar un peu par référence aux routes de la soie, effectivement, au grand marché. Et d'ailleurs, on y trouve un certain nombre de caractéristiques de ces marchés, même si c'est un marché moderne. Mais c'est par exemple le marché de Dordogne, vous y voyez tous les faciès, tous les visages de l'Asie centrale et même plus. Il m'est arrivé une fois, venant d'Almaty, au Kazakhstan, en voiture, de faire la route, c'est un taxi en fait, avec une dame qui venait d'Ukraine, pays pauvre aussi, enfin, dans la chute de l'URSS, et ce sont souvent les femmes qui travaillaient d'ailleurs dans ces moments de dépression. Et elle avait pris un avion de Kiev en Ukraine à Almaty au Kazakhstan, et ensuite elle faisait la route avec moi. Elle venait acheter, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de valises qu'elle allait remplir de fripes, de vêtements achetés en Chine, et ensuite qu'elle ramènerait en avion en Ukraine et pour pouvoir le vendre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le commerce de la valise, qui a été très important, notamment dans les années 90, mais même 2000, dans toute la région, et c'était souvent un commerce fait par les femmes, un peu un commerce de débrouille, si vous voulez. Donc Dordogne c'était un grand marché de gros comme ça. Alors par ailleurs, il avait esthétiquement pas grand-chose à voir avec l'esthétique du bazar tel qu'on l'imagine, même si on voyait encore, et on voit encore aujourd'hui, des faces, par exemple, très typiques de l'Asie centrale, ce qu'on appelle les aksakals, axe blanc, comme Accorda, la maison blanche dont je parlais tout à l'heure. Aksakal, c'est la barbe blanche, donc c'est le vieil ouzbek, le vieux kazakh, le vieux kirghize, sage, avec sa barbe un peu en pointe, comme on voit aussi en Chine parfois, avec son chapeau. Il y a beaucoup de chapeaux en Asie centrale. Les Kirghizes n'ont pas les mêmes chapeaux que les Ouzbeks, etc. Et ceux des Kirghizes sont en feutre, justement, le laine mérinos, les kalpaks. Et donc, c'est plutôt un marché moderne qui est fait de containers, les containers en métal, souvent sur 2 étages. Donc, le container qui est au-dessus, c'est là où chaque commerçant qui loue un emplacement et des containers aux propriétaires du marché d'Ordogne, dont je vais parler dans quelques secondes. Ces containers sont entassés. En haut, c'est là qu'il met son stock, et en bas, c'est sa boutique dans laquelle les clients viennent choisir des vêtements, des chaussures, des jouets pour les enfants, etc. Tous les produits que vous pouvez imaginer sortis de l'atelier du monde qu'est la Chine. En fait. Voilà. Donc voilà, c'était ça Dordogne, c'est un peu cette diversité des faciès dont je parlais. Vous allez retrouver donc des Kirghizes, donc qui sont des nomades
des montagnes, vous allez retrouver des Ouzbeks, en plus un faciès turc, on va dire, avec les yeux moins bridés, par exemple. Vous savez que le Kazakhstan et aussi toute l'Asie centrale a été, pendant l'époque soviétique, un lieu où il y a eu des goulags. Donc, par exemple, vous allez retrouver des populations européennes qui ont été déportées au goulag dans les années 30, 40 et qui sont restées là tout le temps. Donc, vous avez des Ukrainiens, vous avez des gens d'origine polonaise, vous avez des Allemands, les Allemands de la Volga, par exemple, vous avez des villages allemands au Kyrgyzstan. Vous avez aussi des villages ou des gens qui viennent du Caucase, puisque par exemple, les Tchétchènes ou les Ingouches ont été déportés en 1944 par Staline. Donc, on les retrouve en Asie centrale, les Mesrets aussi, qui sont des Turcs du Caucase d'ailleurs, la région où je me trouve, où je vous parle. Donc, vous avez toute cette diversité des visages qu'il faut penser effectivement au marché que Marco Polo, pour d'autres raisons et en d'autres temps, il n'y avait pas d'Ukrainiens sans doute à l'époque, mais a sans doute pu croiser lorsqu'il a traversé des bazars dans la région. Alors, je voulais dire quelques mots sur le propriétaire de ce marché. J'ai eu la chance d'interviewer une fois longuement, de manière très sympathique. C'est quelqu'un qui va peser peut-être 1 milliard de dollars ou quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a créé ce marché. Je voudrais parler de lui et de ses 2 fils, raconter cette histoire parce qu'à travers l'histoire de ses 2 fils et de l'éducation qu'il leur a donnée, vous avez toute l'histoire en fait de ce pivot dont je suis en train de vous parler. Son premier fils, alors j'ai oublié, je crois que c'est celui que je connais, Altimbek, me semble-t-il, si je me souviens bien. Lui a étudié à Monaco, dans une école tout à fait européenne, a appris l'anglais. Je m'exprime avec lui, je lui parle en anglais, et connaît tous les codes du monde occidental. À l'époque où ce fils étudiait à Monaco, M. Salim Bekov, le papa, qui est encore un peu un jeune homme, là maintenant il a approché des 75-80 ans, c'est un monsieur qui pratique le tennis, sport bourgeois, occidental par excellence, n'est-ce pas? Et son deuxième fils, qui doit être plus jeune de 5-6 ans, je crois, lui ne va pas aller étudier à Monaco, ni à Londres, ni en Suisse, ni aux États-Unis, il va aller en Chine. Et là, voilà. Entre les deux, le marché d'Ordogne avait explosé. La Chine devenait l'horizon, la source du commerce pour tout le Kyrgyzstan. Et c'était le plus grand bazar d'Asie centrale parce que ce marché irradiait toute la région, toute l'Asie centrale, le Kazakhstan, jusqu'à l'Ukraine, je vous disais. Et le deuxième fils, lui, étudie en Chine. Et à ce moment-là, M. Salim Bekov, peut-être un peu moins jeune et qui pratique un peu moins le tennis, mais va plutôt s'intéresser à la Chine et sur les bords du lac Issyk-Kul, qui est un grand lac, un très beau lac au Kyrgyzstan, où tout le monde va passer des vacances, toute la région, eh bien, il s'est offert un parc qu'il a un peu un parc thématique, un parc privé, mais que j'ai eu la chance de visiter, qui va faire visiter parfois quelques hôtes, des partenaires de commerce, etc., mais qui va être un parc autour des spiritualités asiatiques, bouddhisme, etc. Chose qu'il ne pratique pas, mais vous voyez combien son intérêt a tourné, ses références idéologiques, ses centres d'intérêt, effectivement. Voilà, à travers M. Salim Bekov et ses 2 fils, je crois qu'on a une illustration parfaite de ce qu'est ce pivot, ce pivotement de l'Asie centrale et du monde, d'une certaine manière. C'était un signe précurseur de ce qui est en train de se passer et qu'on observe de manière assez accélérée aujourd'hui. Alors, les autres choses que j'ai pu suivre pour observer ce dont je vous parle, ce pivotement, c'est par exemple aussi évidemment dans des secteurs, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, comme l'énergie. Ça, c'est fondamental pour la Chine, puisqu'il fallait nourrir cette croissance de 10-12% dans les années 2000. Aujourd'hui, ça a baissé autour des 5%, etc. Mais ce qui fait que la Chine est allée s'emparer de gisements très importants, mettant les moyens, mettant beaucoup d'argent sur la table et qui lui ont permis de s'emparer, par exemple, d'un gisement de pétrole qui est le premier, celui de Aktobe, qui se trouve tout au nord du Kazakhstan, tout près de Orenbourg en Russie. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le ventre mou de l'Eurasie, dans les grands déserts, c'est des régions où vous avez des villages tous les 300 km, et c'est de la steppe, quasiment du désert au milieu. Et la Chine a par exemple, acheté ce gisement d'Aktobe au tout début, je crois en 92, 93, au tout début des années 1990, gisement qu'elle exploite toujours. Je suis allé à Aktobe il y a quelques années. C'était assez intéressant, une situation assez tendue aussi, puisque la population locale avait tendance à être très critique, non pas de la Chine, parce que le pétrole permet tout de même d'offrir des salaires tout à fait décents. Donc, pour ça, la population se tenait à carreau, si j'ose dire. En revanche, on en voulait beaucoup aux dirigeants
aux dirigeants kazakhs et de la région d'Aktobé et puis de la capitale, Astana, eh bien, de se laisser graisser la patte, tout simplement par les dirigeants chinois de cette entreprise. Je pense aussi à un autre gisement qui s'appelle Petro-Kazakhstan. L'histoire est assez célèbre. Alors, Petro-Kazakhstan exploite un gisement tout près de la mer d'Aral, la fameuse mer d'Aral qui a été asséchée par les soviétiques pour pouvoir arroser les champs de coton et produire du coton. Donc, Petro-Kazakhstan était une entreprise qui appartenait au Canada. Donc, nous revoilà dans cette globalisation, ce monde multivectoriel où on cherche des influences en Occident, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, etc. En l'occurrence, c'est une entreprise canadienne qui, à un moment donné, qui avait pour partenaire une entreprise nationale kazakh et qui va décider de vendre ses parts à qui veut bien les acheter. On est en 2005 à ce moment-là. Et on pensait un week-end, un vendredi soir, apparemment, je n'étais pas là à l'époque, je suis arrivé juste après, on pensait à ce moment-là que c'était une entreprise indienne qui allait acheter ses parts. L'Inde allait mettre un pied dans la production pétrolière du Kazakhstan. Et puis, pendant le week-end, coup de théâtre, le lundi matin, on apprend que non, ce ne sera pas l'entreprise indienne, mais ce sera la CNPC, donc la grande entreprise pétrolière nationale chinoise, qui sera acquéreur des parts qui étaient mises en vente. On aura appris plus tard, il y a eu quelques enquêtes, etc., que dans le week-end, les dirigeants chinois avaient proposé la modique somme de 500 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour acheter ces parts. Alors là, voilà comment la Chine a aussi s'est assurée son approvisionnement énergétique dans son arrière-cour de l'Asie centrale. Voilà aussi comment ça nous amène sur une problématique très importante qu'on trouve partout dans le monde, et y compris en France d'ailleurs, comment la Chine, pour asseoir son pouvoir, arriver à ses fins géopolitiques, achète les élites. Vieille problématique, effectivement, mais c'est quelque chose de très important. Pour cette question énergétique qui a véritablement bouleversé toute la région, je pense aussi par exemple à ce qui s'est passé au Turkménistan. Le Turkménistan, c'est une vraie dictature très stalinienne, on va dire, avec un culte de la personnalité du président. L'ancien président Sapark Mouraniazov, qui est mort en décembre 2006, par exemple, avait sa statue en or qui tournait avec le soleil, rien de moins. Il pouvait se permettre d'avoir une statue en or puisqu'il vendait son pétrole et son gaz, notamment à la Russie à l'époque. Mais avec la crise de 2008, puis la crise de 2014, les Russes n'ont pas été très intéressés, enfin, n'ont plus eu besoin de ce gaz puisque la récession économique en Europe, principal débouché du gaz russe, a fait qu'il y a eu moins de demandes de gaz et donc les Russes n'allaient pas sacrifier leurs propres intérêts commerciaux pour le Turkménistan. Ils ont donc arrêté d'acheter le gaz du Turkménistan. Entre-temps, un immense gisement a été découvert au Turkménistan. Sachez que le Turkménistan, c'est probablement les quatrièmes réserves prouvées de gaz du monde. C'est un pays très important, presque aussi important que le Qatar, enfin un peu moins important que le Qatar, mais c'est vraiment un potentiellement un très gros producteur de gaz. Et donc, les Turkmènes, un peu dans la difficulté, ont vendu leur gisement à la Chine, cet immense gisement à la Chine, qui a été très efficace, beaucoup plus rapide que les Occidentaux, et en quelques années a réussi à mettre en place la production de ce gisement et des pipelines qui courent à travers l'Asie centrale. Comme on a beaucoup de moyens et puis il y a beaucoup de gaz à sortir, on fait 2 routes, comme ça coûte beaucoup plus cher, mais ça permet, si on a un problème sur une route, eh bien de se servir de l'autre. Donc, on a un pipeline qui passe par le Tadjikistan, un autre qui passe par le Kyrgyzstan, par exemple. Et je vous laisse imaginer tous les intérêts géopolitiques dont c'est porteur, parce que ce sont des intérêts économiques tellement importants que lorsque vous avez un tube qui fait pourtant que quelque chose comme 1 mètre ou un peu plus d'1 mètre de diamètre, mais qui passe à travers votre pays, avec les royalties qui vont avec, etc., ça vous donne énormément de pouvoir sur ces pays. Alors, le Turkménistan s'est trouvé à vendre son gaz en Chine, plutôt à un prix assez correct. J'ai un peu oublié les prix, mais on était quelque chose comme dans les 280-300 dollars les 1000 mètres cubes, ce qui est un prix tout à fait correct à l'époque. Entre-temps, vient la crise dont je vous ai parlé en Europe et la Russie qui décide tout d'un coup de ne plus acheter le gaz turkmène et donc de ne plus utiliser les vieux tubes posés à l'époque soviétique. Et le Turkménistan se trouve n'avoir plus qu'un seul client.
la Chine. Qu'est-ce qui se passe partout dans le monde lorsque vous n'avez qu'un seul client? Et ben, c'est le client qui décide du prix. Et les prix s'est mis à chuter, passant de à peu près $300 ou plus. J'avoue ne plus avoir le prix en tête et d'hésiter, mais à des prix tout à fait beaucoup moindres, autour de $160, je crois, voire même, je crois qu'on est descendu à 140, avec des conséquences évidemment gigantesques, que ce sont des pays qui vivent d'une rente pétrolière ou gazière et qui tout d'un coup voient leur budget divisé par deux, tout simplement. Énormément de conséquences. Aujourd'hui, par exemple, au Turkménistan, on nous rapporte que on a des magasins qui sont en rupture de stock de produits de première nécessité, de l'huile, du sucre, de la farine, etc. Et comme c'est une dictature, ça ne permet pas à la population de se plaindre. Alors certes, tout l'argent du pétrole et du gaz qui avait permis dans les années 90-2000 de reconstruire toute la ville Ashgabat avec du marbre de Carrare notamment. C'est une ville très jolie, mais très, très vide aussi. Enfin, très jolie. Il y a aussi beaucoup d'immeubles très, très kitsch. On pourrait revenir sur toute l'architecture de toutes ces régions. J'en ai parlé tout à l'heure avec Astana. Mais bien, ça, c'est plutôt terminé, par exemple. C'est un pays qui a eu bon, voilà, qui a voulu se reconstruire aussi, alors, entre les fantasmes du dictateur, mais aussi c'était une manière de retrouver une forme de fierté, de ne plus être simplement une province de l'Union soviétique, mais un pays où ben voilà, on a des immeubles en marbre, à colonnade, avec de l'or partout, des coupoles, etc. Et ce rêve est en train effectivement de retomber. Alors voilà comment la Chine a pu asseoir son pouvoir partout. Prête corrige, donc elle a cette puissance qui lui permet de s'emparer de ce dont elle a besoin pour satisfaire ses ambitions. Elle a aussi fait beaucoup de prêts. Je présume que vous entendez souvent parler des prêts que la Chine fait partout en Afrique, en Amérique, en Europe également, et qui font que les pays sont parfois complètement tenus par cette dette. On a eu récemment des révélations au sujet du Kyrgyzstan, avec des clauses de contrats secrets qui font que, par exemple, ces pays-là ne peuvent pas critiquer la Chine, parce que s'ils le critiquaient, par exemple, sur le génocide des Ouïghours, ils seraient obligés de rembourser sur le champ la dette qu'ils ont. Et pour la première fois, et là, ça fait encore partie de ce pivotement du monde dont je parlais, pour la première fois, je vois que, par exemple, dans la campagne présidentielle qui a eu lieu au Kyrgyzstan, l'élection a eu lieu en janvier, et j'étais sur place à ce moment-là. Pour la première fois, j'ai l'impression, dans toute la zone, j'ai pu observer que la Chine était au cœur de la campagne électorale. Par exemple, avec un président qui essayait de trouver une solution pour cette dette, avec tout le mécontentement que ça peut provoquer dans le pays. Et on sentait que c'était un enjeu et qu'on peut imaginer que dans les années à venir, la Chine pourrait devenir même un facteur assez déterminant de qui pourra prendre le pouvoir ou pas dans un certain nombre de pays. Même si la Chine est assez prudente, elle est souvent restée à une approche assez commerciale de ses relations avec ces pays, par exemple. Mais elle vient par exemple aussi sur le terrain sécuritaire, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Je pense au Tadjikistan, au cœur de la capitale, Douchanbé, donc, Tadjikistan, petit pays post-soviétique, à la frontière de l'Afghanistan. Eh bien, c'est vu qu'on offrir une maison qu'on appelle la Dom Ofitsierov en russe, la maison des officiers, offerte par la Chine, donc un très beau bâtiment en marbre avec des colonnades, encore une fois, etc. Et à l'entrée, une immense plaque avec le portrait du président local, M. Rahmon, et le président chinois de l'époque, qui est Hu Jintao, si je ne me trompe pas, et qui explique que voilà, la Chine a offert ce bâtiment. Donc c'est quand même très important, et on sent que la Chine est en train de mettre le pied dans la question sécuritaire, alors que jusqu'à présent, elle l'avait abandonné à la Russie, comme si c'était son privilège dans la région. Alors je vais peut-être m'arrêter là, je crois que ça fait déjà presque 40 minutes que je parle. Je voudrais continuer encore. Alors je disais que ce pivotement du monde et aussi nous montre combien la Chine est en train de refaçonner la carte du monde, de prendre le contrôle des routes, d'imposer des normes, etc. Je vois aussi, il y a aussi toute une influence idéologique qui est difficile pour la Chine. La Chine, c'est très loin de chez nous, personne ne parle chinois. Eux-mêmes, les Chinois ont un certain nombre de problèmes pour comprendre, nous comprendre.
je suis, moi, par exemple, les affaires de propagande entre l'influence russe ou chinoise sur l'Europe, par exemple. On voit que c'est plus facile pour les Russes parce qu'ils nous comprennent beaucoup mieux, donc ils peuvent plus nous influencer. Mais la Chine travaille à ça. Et par exemple, lors de ce voyage que j'ai pu faire, je suis allé couvrir l'élection présidentielle au Kyrgyzstan au mois de janvier dernier. J'apprenais, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui avait suivi la question des bourses données aux étudiants. Et c'était tout à fait édifiant, puisque, par exemple, alors, le Covid a un peu changé la donne, bien sûr, mais par exemple, on me racontait que juste avant le Covid, il y avait 20 000 étudiants kazakhstanais qui étudiaient en Chine sur des bourses qui leur sont offertes pour l'essentiel. En général, des bourses offertes par les grandes entreprises chinoises. Ce n'est pas directement l'État, enfin, c'est presque la même chose, à vrai dire, mais les entreprises comme Huawei, vous savez, qui travaille dans le domaine de la communication, ou bien la CNPC, la grande entreprise pétrolière. On parlait de 1500 étudiants turkmènes, même chose pour des Ouzbeks, des Kirghizes, des Tadjiks. Et imaginez ce que ça va produire dans 10 ans. Je ne sais pas si vous avez dit 20 000 étudiants kazakhs par an. Donc, enfin, je ne pense pas qu'on en aura autant pendant 10 ans, mais ça voudrait dire que 200 000 étudiants kazakhs sont formés. Ensuite, en plus, ils trouvent du travail dans les entreprises qui leur ont fourni leur bourse d'études en Chine. Donc, ça permet d'avoir toute une élite de gens bien formés, formés à votre main pour la Chine, et potentiellement aussi des gens qui, à un moment donné, vont devenir des dirigeants ou des gens influents dans leur pays. Ce n'est pas exactement la même histoire, mais il faut savoir que le président kazakhstanais, le nouveau président kazakhstanais, Tokayev, est quelqu'un qui parle chinois et qui est un spécialiste de la Chine, par exemple. Alors, il n'a pas été formé par les Chinois, il a été formé à l'époque soviétique, etc. Mais c'est pour dire on commence à trouver des dirigeants comme ça qui ont un lien avec la Chine. Le nouveau président du Kyrgyzstan, lui, ne parle pas chinois, mais par exemple, ses parents étaient des gens qui avaient fui, je crois, les bolcheviks au début, dans les années 20, ou ses grands-parents plutôt. Ses parents sont nés donc en Chine, sont des Kirghizes, mais de Chine, et qui sont revenus, je crois, dans les années 60. Le nouveau président lui-même est né au Kyrgyzstan, mais ses parents, eux, étaient nés en Chine. Donc, vous voyez, on voit véritablement une sorte d'emprise, en quelque sorte. Mais pour conclure mon propos, je dirais que, et c'est ce que j'essayais de dire au départ, il y a un pivot du monde auquel on assiste, mais tout le monde ne se jette pas dans les bras de la Chine. Et justement, c'est là que l'Asie centrale est intéressante à observer. Chacun essaie de diversifier justement ses sources d'influence en quelque sorte. Et je pense toujours au Kazakhstan, au grand pays de la région, qui pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui offre ce qu'on appelle des bourses d'études Bolachak. Ça, c'est le pays lui-même qui, grâce à l'argent du pétrole, a dégagé des bourses souvent assez confortables, permettant à un tas de gens du pays, des gens de l'élite, mais pas seulement, aussi parfois venus des aouls, des villages, d'étudier un peu partout dans le monde, là où ils veulent. Il suffit que leur dossier soit accepté. Et donc, on se trouve avec des étudiants Bolachak qui étudient en Chine, mais aussi en Europe, en France. Un certain nombre d'amis qui ont étudié chez nous, qui ont fait Sciences Po, par exemple. Je crois qu'il y a eu des énarques aussi. Qui vont étudier certains en Australie, en Corée, au Japon, aux États-Unis, bien sûr, à Londres, en Angleterre, etc. Et on retrouve ensuite ces gens à haut de l'échelle. Par exemple, un des conseillers du président actuel, que je connais un peu, a été précédemment ministre de l'économie il y a 2-3 ans. Et c'est par exemple quelqu'un qui a étudié aux États-Unis l'économie. Et c'est quelqu'un qui a 40 ans, à peine 40 ans, est devenu ministre de l'économie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous raconter sur la manière dont le monde tourne, pivote, tournicote parfois peut-être, mais en tout cas tel qu'il évolue et tel que l'Asie centrale nous permet de le voir. Bien, merci Régis Janté. On va pouvoir passer aux questions. Je ne doute pas qu'il y en aura pas mal suite à votre exposé. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, je voulais juste vous rappeler, en attendant que les questions arrivent, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si on allait reconduire notre proposition de voyage de cinquantenaire, de notre cinquantenaire, et donc de 50 jours sur les routes de la soie. Et la réponse est oui, évidemment, puisque nous n'avons pas eu la possibilité de le réaliser cette année. On partira l'année prochaine si tout va bien. À peu près aux mêmes dates,
pour des questions de faisabilité. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi sur ce voyage, à nous contacter, soit par mail ou par téléphone. Notre service commercial vous répondra avec plaisir. Alors, j'attends les premières questions. Comment voyez-vous l'évolution de l'influence chinoise en Asie centrale? Vaste question. Je remercie de la poser parce qu'effectivement, compte tenu de ce que je viens de dire et de l'importance de la Chine, effectivement, ça paraît, c'est effectivement une question clé pour l'avenir de la région. La question, c'est est-ce que l'Asie centrale sera capable de résister à l'influence de la Chine, en fait, tellement elle est puissante, tellement elle a d'outils, tellement elle a d'argent. En fait, c'est d'abord l'argent qui lui permet d'asseoir son influence, effectivement. Donc, j'ai l'impression que dans la lignée de ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que chaque pays va essayer de continuer à diversifier ses orientations géopolitiques pour ne pas dépendre d'un seul patron, d'un seul partenaire. De même qu'en 91, ces pays-là ont essayé d'échapper à l'emprise de la Russie, par laquelle elle avait été façonnée pendant 70 ans de communisme. De même qu'ensuite, après s'être appuyés sur les Occidentaux, ils se sont aperçus qu'ils ne voulaient pas forcément suivre le modèle occidental, que parfois pour des bonnes et des mauvaises raisons, je ne rentre pas dans les détails, mais on ne voulait pas forcément suivre donc, les modèles démocratiques occidentaux. On s'est tourné vers d'autres, vers le monde musulman, vers le monde chinois, etc. Et j'ai l'impression que ça va continuer pareil et qu'aujourd'hui, on risque d'avoir un effort de la part de ces pays pour essayer de moins dépendre de la Chine aussi, puisqu'ils vont comprendre qu'à un moment donné, ça va être très difficile. Il faut savoir que la Chine est un partenaire vraiment difficile. Par exemple, la Russie, qui est beaucoup plus puissante que chacun des 5 pays, et même ces 5 pays réunis dont j'ai parlé toute la soirée, la Russie, par exemple, est impuissante face à la Chine. Elle a dû faire quelques prêts, par exemple, auprès de banques chinoises, et tous les spécialistes russes de cette question vous expliquent que c'est du racket. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de pouvoir imposer leurs conditions, et les conditions sont drastiques. L'évolution, je la vois comme forte pression de la part de la Chine et gros efforts de la part de ces pays, si leurs élites ne sont pas complètement achetées, pour y résister et peut-être se tourner à nouveau vers l'Occident, vers les États-Unis, vers la Russie et le Japon peut-être. Juste un tout petit mot pour faire de l'actualité, parce que c'est mon métier. Hier, vous avez eu une très importante rencontre entre M. Biden et M. Poutine. Le vrai sujet de discussion, ça n'a pas été les relations russo-américaines, ça a été la Chine. Et la seule obsession de la Chine aujourd'hui, des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. C'est comment contrer cette puissance. Et donc, on peut imaginer que les États-Unis, qui ont énormément de moyens, énormément de savoir-faire, à un moment donné, vont peut-être essayer d'apporter leur soutien aux républiques d'Asie centrale pour que la Chine y soit moins puissante. Alors, risque pays, Kazakhstan est considéré comme mauvais. Quelle est votre perception du risque pays au Kazakhstan? Pendant longtemps, c'est un pays qui a été attentif à sa réputation, qui a été assez ouvert sur le monde, où il y avait assez peu de prédation, de raquettes, etc. Je pense notamment à cet aspect-là du risque. Et qui savait faire. C'est un pays qui s'est beaucoup inscrit dans l'économie mondialisée, qui a fait qu'un certain nombre de ces entreprises ont été listées, par exemple, à la Bourse de Londres, etc. Donc, de ce point de vue-là, on a l'impression que le pays garde tout de même cette approche où on essaie de faire en sorte que les partenaires étrangers qui investissent dans le pays puissent se développer, gagner de l'argent. Mais effectivement, l'assurance n'est pas absolue, si j'ose dire. Donc, c'est un risque pays. L'appréciation est globalement plutôt pas trop mauvaise, effectivement, mais avec les difficultés économiques, notamment depuis la crise de 2008 et ensuite la chute des cours du pétrole, font qu'effectivement c'est plus difficile et que les risques sont certainement plus élevés. Quelle monnaie est utilisée majoritairement en Asie centrale, le yuan, le dollar ou l'euro? D'abord, ce sont les monnaies, chacun de sa monnaie locale, bien sûr, créée au tout début des années 90. Pour la plupart, ce sont quand même des économies qui fonctionnent soit sur la vente d'hydrocarbures, c'est le cas du Turkménistan, c'est le cas du Kazakhstan, donc c'est très important. C'est le cas aussi pour une part de l'Ouzbékistan. Beaucoup dépendent des minerais. La plus grande entreprise, par exemple,
du Kyrgyzstan, qui vient d'être quasiment nationalisée. C'est une mine d'or qui appartenait aux Canadiens de Centerra. Donc, c'est plutôt le dollar qui reste, évidemment, enfin, c'est le dollar qui reste la monnaie dominante pour l'Asie centrale encore. Même s'il y a des efforts, mais qui ne sont pas entrepris par ces pays-là, mais par la Chine et ça sera très important pour eux, et par la Russie, pour dédollariser au maximum, pour pouvoir échapper aux sanctions, etc. Mais je ne serais pas en mesure à ce stade de dire si on est dans l'ordre du bluff, de l'esquisse, ou si effectivement ça pourrait réussir. Mais on voit des gros efforts de la part des Chinois et des Russes, mais surtout des Chinois, bien sûr, par exemple, créer un système alternatif au SWIFT, de miser sur les monnaies, les crypto-monnaies, etc. Bref, faire de gros efforts pour moins dépendre du dollar. L'Europe est-elle intéressée par l'Asie centrale? Elle ne l'est pas. Elle l'est parce que c'est quand même un lieu où on peut véritablement s'approvisionner en pétrole, en gaz, en uranium. Par exemple, la présence française, on a par exemple Total présent au Kazakhstan dans notamment un très très gros gisement, la plus grosse découverte à peu près depuis l'an 2000, c'est le gisement de Kashagan, qui est un gisement offshore en mer Caspienne. On a Orano, pour qui le Kazakhstan est un pays extrêmement important pour du nucléaire civil. Parce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure le fait que le Kazakhstan avait accepté, avec l'aide des Américains, de se dénucléariser militairement. Donc, on ne peut pas produire de l'uranium pour des usages militaires. Donc, ça limite un peu l'intérêt, mais c'est un lieu où on peut produire de l'uranium à pas cher pour le civil, par exemple. Donc, par exemple, en France, on a presque tout le CAC 40 qui a été plus ou moins présent à un moment donné ou à un autre. Total a abandonné, mais à une époque était en train de faire de l'exploration sur un gisement gazier au Tadjikistan, par exemple, avec des intérêts sur le Turkménistan. Donc, on voit comme ça des grandes entreprises européennes présentes dans la région et américaines aussi, dans ces domaines-là essentiellement, moins pour moins pour la vente de technologies, moins pour la vente de biens de consommation, etc., où sont des marchés qui restent finalement assez petits, assez éloignés de l'Europe et aussi assez pauvres en réalité. Alors, 2 questions sur les alliances. La Turquie sera-t-elle une alliée de la Chine ou un pays capable de la contenir en Asie centrale? Et y a-t-il espoir pour les pays d'Asie centrale de s'unir ou cela vous semble-t-il absolument impossible? Pour la Turquie, elle est par rapport à la Chine, je ne veux pas dire que c'est un nain, mais elle n'a vraiment pas les moyens d'être concurrente avec la Chine en Asie centrale, parce que c'est l'argent qui décide de tout. Cela dit, la Turquie a essayé au lendemain des années, de la chute de l'URSS, de miser sur la fraternité linguistique, puisque sur les 5 pays dont je parlais, à part le Tadjikistan, qui est un pays persanophone, les autres sont des pays de langue turcique, donc, et de culture aussi, qui une certaine ressemblance. Mais en fait, cette fraternité offerte par Ankara n'a jamais véritablement pris. Elle a un peu pris très récemment dans la région précisément. C'est pour ça que je suis en Arménie aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan. On l'a vu récemment avec la guerre du Haut-Karabakh, où on a eu un soutien absolument décisif de la part de la Turquie auprès de l'Azerbaïdjan. Mais là, on est déjà dans le Caucase, on est un peu plus près. Donc, mais je n'ai pas l'impression que la Turquie sera en mesure de percer. Elle est un acteur qui vient plutôt à la marge, en tout cas en Asie centrale, et où elle n'a pas les moyens d'être en compétition. La Turquie est essentiellement présente en Asie centrale avec de l'immobilier et de la vente de biens de consommation courante, mais qui ne sont pas compétitifs par rapport aux Chinois. Et une petite dimension aussi que je n'ai pas signalé dans mon propos, qui ne concerne pas directement la Turquie, mais qui vous donne aussi une idée des enjeux qui se passent, c'est que depuis 2014-2015, la Russie a créé une union douanière qui est devenue une union, ce qu'on appelle l'Union économique eurasiatique, qui comprend aujourd'hui le Bélarus, la Russie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Et donc le Kazakhstan qui est un grand pays, plutôt riche, même si ça va un peu moins bien depuis 2014, mais ça fait que par exemple les produits chinois sont plus taxés, enfin, il y a plus de douane dessus, donc ils deviennent un peu moins compétitifs, etc. Donc ça change un peu la donne aussi.
Et ça la change aussi pour la Turquie. Quant à l'idée d'une union entre les pays centrales, je crois que ça sera très, enfin, c'est pas imaginable. Ça n'avait été fait que parce que le pouvoir soviétique, dans la foulée du pouvoir tsariste, avait uni ces pays entre eux. Il y a eu beaucoup d'efforts ou beaucoup de choses mises en place pour qu'ils restent unis. Par exemple, il y avait une grille électrique. Enfin, ça, c'est de l'anglais mal traduit. Un réseau électrique commun à ces pays-là, ce qui fait qu'il y avait des systèmes d'entraide selon les régions, etc. Il a été démantelé il y a quelques années, par exemple, et sont plutôt des pays qui sont tous jaloux de leur indépendance. On a eu des, des échauffourées sanglants il y a quelques semaines, par exemple, à la frontière entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Question purement locale, mais ça montre quand même que les questions sont difficiles. Elles sont difficiles à cause de l'eau aussi. Alors que lorsqu'on a des présidents qui savent arrondir les angles, on voit qu'ils peuvent améliorer les choses. Je pense par exemple à un immense barrage qui s'appelle le barrage de Rogun, qui aurait pu devenir le plus haut barrage du monde, 300 mètres à peu près. Donc là, qui est au Tadjikistan et qui retiendrait de l'eau qui normalement doit couler vers l'Ouzbékistan, grand producteur de coton. C'était jusqu'à récemment peut-être encore d'ailleurs le deuxième exportateur mondial de coton, grand producteur de fruits et légumes. Donc c'est véritablement le cœur de l'économie et de la rentrée de devises dans le pays. Et là, il y avait une grande inquiétude s'il y a des lâchers d'eau pendant l'hiver, etc., ça peut les mettre en danger les productions agricoles et donc le budget ouzbek. Et là, avec un nouveau président ouzbek, depuis 5 ans, on sent qu'il y a une possibilité de dialogue, etc. Donc, ça dépend beaucoup d'eux, mais on reste sur des indépendances très strictes entre elles. Tôt ou tard, le yen va-t-il supplanter le dollar? Alors ça, je suis vraiment bien en peine de répondre à cette question, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Même aujourd'hui, les efforts qui sont faits pour dédollariser ou abaisser l'importance du dollar dans l'économie, notamment pour l'achat de matières premières, pétrole, gaz, minerais, etc. Je crois que c'est encore un peu tôt pour savoir si ça sera possible, s'il sera possible de le faire. On se demande si ces efforts faits sur les crypto-monnaies, sur et un certain nombre d'autres mécanismes sont de l'ordre de la gesticulation pour mettre en quelque sorte en garde les États-Unis sur le fait qu'à trop utiliser le dollar comme un outil politique, on pourrait l'affaiblir finalement. Donc, est-ce que c'est de l'ordre de la gesticulation du signe donné, ou est-ce que véritablement il y a un effort qui est fait et qui finira par produire que le fait que le dollar perdra de sa puissance, et donc que les États-Unis auront moins de levier d'influence sur les autres pays? Ça, c'est difficile, mais je ne peux vraiment pas apporter la réponse, mais ce qui me paraît évident, c'est que c'est un des grands enjeux. Il y a raison de poser cette question, sans doute de la décennie à venir. Et c'est une des clés de la réponse pour savoir si la Chine pourra imposer et dans quelle mesure sa puissance au monde, et notamment aux autres grandes puissances, à commencer par les États-Unis. La Russie peut-elle laisser faire la Chine dans ses anciennes colonies? La Russie, vous savez, il y a un très bon livre en français d'un grand professeur qui s'appelle Georges Sokolov. Et il a écrit en 1993, mais c'est un livre qui a regardé sur le temps long, qui s'appelle La Russie, la puissance pauvre. Et c'est tout le problème de la Russie. Ça reste une puissance pauvre. L'économie russe aujourd'hui est à peine moins importante, je crois, que l'économie hollandaise ou italienne. Et donc, elle n'est pas du tout en mesure d'être dans la compétition avec la Chine. Il y a une entente entre elles dans la région, non pas du fait de la région elle-même, mais parce que lorsque la Chine et la Russie discutent, en fait, c'est un dialogue que chacun mène avec Washington. Ça reste la question fondamentale. Et donc, mais la Russie perd énormément de terrain. J'ai pris le petit exemple tout à l'heure sur la question sécuritaire sur le Tadjikistan, en montrant que même sur le domaine sécuritaire, petit à petit, la Chine empiétait sur cette chasse gardée russe. Et puis si on regarde par exemple l'évolution du commerce depuis 15-20 ans, on voit que la Chine, presque systématiquement, pas complètement, mais a supplanté la Russie comme premier partenaire commercial de tous ces pays. Beaucoup des experts pensent que tôt ou tard, la Chine va attaquer Taïwan. Je ne pense pas, parce que Taïwan n'est pas facile à attaquer. Le Parti communiste pourrait perdre le soutien de la population chinoise, un soutien fondé seulement sur la promesse de prospérité économique. Quel est votre avis? Donc là, on sort de l'Asie centrale, on est dans... mais
ce dont j'ai l'impression et ce qu'on voit ces dernières années, c'est que la question de Taïwan devient de plus en plus importante. Et elle est de plus en plus importante d'abord par la Chine. Beaucoup ont l'impression qu'elle est en train de se militariser avec cette obsession de vouloir reprendre le contrôle de Taïwan. Et je dis qu'elle est aussi très importante parce qu'on a vraiment l'impression que pour les États-Unis, ça devient de plus en plus une question de principe de défendre Taïwan. Donc, autant je parlais il y a quelques minutes, ou nous parlions il y a quelques minutes, par exemple, de la question de la dédollarisation de l'économie, etc., des enjeux capitaux pour comprendre ce que sera le rapport de force futur de la Chine avec les États-Unis et l'Occident. Taïwan pourrait être aussi un marqueur extrêmement important dans cette affaire, probablement. Une question de principe, comme ça, de marquage géopolitique pour essayer de réduire les ambitions des uns ou des autres. L'Iran se tourne actuellement vers la Chine. N'y a-t-il pas un risque d'hégémonie dans toute cette région? En fait, là d'où je vous parle, par exemple, encore une fois, l'Arménie, cette guerre du Haut-Karabakh du mois de l'automne dernier, est un très bon exemple, une très bonne illustration de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où on voit des pays, alors en l'occurrence 3 pays régionaux, la Russie, la Turquie et l'Iran. L'Iran est frontalier avec l'Arménie. 3 pays qui ont expliqué aux Occidentaux que les crises régionales doivent se régler par des acteurs régionaux. Et au bout du compte, par exemple, dans l'espèce de déclaration de paix, on va dire, qui a été signée le 9 novembre dernier, le groupe de Minsk, qui est dirigé par 3 coprésidents, la Russie, les États-Unis et la France, n'est pas du tout mentionné. Donc les Occidentaux ont été mis hors du jeu. Alors, ce qui se passe dans le monde, je crois, c'est un peu la répétition de ce qu'on a pu voir il y a une cinquantaine d'années avec les non-alignés, etc. C'est-à-dire qu'on reste quand même avec des États-Unis qui dominent le monde à bien des égards et d'autres pays dont tout l'effort géopolitique consiste et stratégique consiste à essayer de réduire l'influence de la Russie pour eux pouvoir mieux asseoir leurs ambitions géopolitiques. C'est exactement ce que fait la Russie et c'est la très exacte raison pour laquelle, par exemple, elle s'entend avec la Turquie et avec la raison pour laquelle elle a, par exemple, accepté de céder du terrain dans l'affaire du Karabakh, donc en Arménie, d'où je vous parle. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que je vais vous perdre, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que l'obsession de tous ces pays, c'est de pouvoir mieux asseoir leur pouvoir. Et donc, l'Iran fait partie de ce jeu-là. On l'a vu au Karabakh. On le voit dans leurs relations avec la Chine, avec cette limite qui est, je crois qu'à un certain moment, ces pays-là vont voir aussi que la Chine est peut-être un partenaire encore plus dangereux. C'est ce qu'on est en train d'apercevoir en Russie, par exemple, plus dangereux, plus difficile à manier encore que les Occidentaux et que donc ils vont sans doute vouloir contrebalancer en permanence leur relation par un jeu avec peut-être des pays, par exemple, qui vont revenir vers les Occidentaux. On verra un peu plus tard si c'est, par exemple, le sens de la visite ou de la rencontre hier entre M. Biden et M. Poutine. Quels sont les principaux points de désaccord, voire de compétition entre les 5 pays? Souvent, ce sont des accords plutôt frontaliers, d'intérêt. Ce ne sont pas des intérêts globaux. Par exemple, on a des accords frontaliers, par exemple, entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Sur les 1000 km de frontières communes, on en a moins de 600 qui sont délimités. Avec des enclaves, on a presque une dizaine d'enclaves, des pays les uns dans les autres, qui sont des nids à problèmes terribles. Donc, on a ce genre de problématique. J'évoquais tout à l'heure la question de l'eau aussi, avec le grand barrage tadjik de Rougoum, qui n'est qu'un projet, ou essentiellement un projet encore à ce stade. Donc, c'est plutôt ce genre de choses. On voit aussi parfois des coopérations s'esquisser entre les pays. Ça dépend beaucoup des personnalités. Les années 90 ont été marquées par des gens qui étaient des anciens apparatchiks, qui sortaient, qui avaient une culture communiste, avec plein sans doute de ressentiments de ce qui s'était passé entre eux dans les années 80, sur la fin de l'URSS, avec pas d'arbitre du jeu. Et aujourd'hui, c'était le cas par exemple du président ouzbek, Islam Karimov, qui est décédé en 2016, en septembre 2016. Et c'était quelqu'un qui était fâché avec tous ses voisins. On sentait que c'était une affaire assez personnelle. Et là où on l'a surtout compris, c'est lorsque son successeur est arrivé, il a commencé par faire une tournée dans les 6 mois ou la première année il est allé voir chacun de ses voisins les uns après les autres, et puis il a essayé de régler les problèmes. Et dans bien des cas, ça a réglé ces problèmes. Même chose avec le Turkménistan, lorsque M. Niazov est mort en 2006, son successeur, qui est toujours
pouvoir, bien sûr, Gurbanguly Berdimuhamedov, est aussi allé voir chaque voisin et a essayé de régler ces problèmes. Et donc, parce qu'il n'y a pas de raison que ces pays ne puissent pas coopérer. Ils ont souvent un héritage assez lourd qui vient de l'URSS, notamment sur les questions frontalières. C'est aussi le cas, encore une fois, de là où je vous parle, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, avec par exemple cette région du Karabakh. Donc c'est assez quelque chose de très présent partout en URSS, mais ils ont aussi plein de très bonnes raisons de coopérer comme des voisins. Et donc, rien de particulier, si j'ose dire. Les points de désaccord ne sont pas fondamentaux. Ils sont simplement des problèmes assez pratiques qu'ils arrivent souvent à surmonter année après année. Qu'en est-il de l'avenir de l'Asie centrale après le retrait américain de l'Afghanistan dans 2 mois et la probable victoire des talibans? Ouais. Oui, c'est une vraie inquiétude, effectivement. Ça les inquiète beaucoup. Ça inquiète aussi les Russes, ça inquiète beaucoup d'acteurs dans la région. Alors l'Afghanistan, c'est quand même malgré tout un autre monde, si j'ose dire. Et les problématiques talibanes sont quand même des problèmes très internes à l'Afghanistan. Cela dit, on a vu dans les années 90 que ça avait un potentiel de déstabilisation assez important sur l'Asie centrale, avec des mouvements islamiques qui étaient nés en Asie centrale pour des raisons internes aussi, parfois d'opposition face aux dictatures de la région. On avait le président Karimov en Ouzbékistan dont je parlais, qui avait très peur de la compétition de des idéologies religieuses, par exemple, qui a durci considérablement son régime de ce fait, et qui s'est retrouvé à mettre des centaines et des centaines de personnes en prison avec des comportements, des tortures, etc. Enfin, véritablement comportement dictatorial qui ne faisait que renforcer ces mouvements, qui ont souvent trouvé refuge en Afghanistan. Et par exemple, à l'époque, on a vu dans les fins des années 90 2 attentats commis contre le président Karimov qui étaient perpétrés par les mouvements abrités en Afghanistan. Mais encore une fois, c'était plutôt des questions internes. Moi, je n'ai pas l'impression que ce sera une catastrophe pour la région. Après, il faut toujours voir que ce sont aussi des problématiques qui sont manipulées, puisque lorsque vous êtes un dictateur ou un régime qui est très mal élu, enfin, très autoritaire, évidemment, l'argument terroriste vous permet de tout justifier et surtout de rester au pouvoir et de supprimer les droits de l'homme, etc. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1990 dans toute la région, au Tadjikistan, en Ouzbékistan notamment. Surtout ces 2 pays-là, à vrai dire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être réutilisé aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes personnalités. Donc, on peut espérer que ça ne créera pas en fait, de nouvelles conditions pour comment dire, accentuer cette problématique. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que ça va véritablement poser un grand problème pour l'Asie centrale. Alors, une dernière question. Est-ce que la Chine a des partenariats avec l'Inde et le Pakistan et que pense-t-il de la route de la soie? Les relations avec l'Inde sont extrêmement complexes. On est plutôt de l'ordre de la compétition, parce qu'on a les 2 pays les plus peuplés de la planète. Donc, ça pose. On a vu qu'il y a eu des problèmes. En plus, il y a des problèmes de frontières, là aussi. On a vu qu'il y a eu des échanges armés entre la Chine et l'Inde et qu'il y a un potentiel de dérapage assez sérieux tout de même entre l'Inde et la Chine. Donc, là, je crois que c'est vraiment problématique, effectivement. Entre la Chine et le Pakistan, c'est une autre histoire. Ça se passe plutôt mieux. Enfin, il y a des vrais partenariats. Par exemple, la Chine, donc, est toujours, de même qu'en Asie centrale, elle est très préoccupée par la question de ses approvisionnements énergétiques, mais pas seulement. Eh bien, par exemple, elle s'est emparée, enfin, elle a acheté le port de Gwadar au Pakistan. Qui fait partie d'une sorte de collier de perles, comme on dit, un certain nombre de ports, etc., qui forment ces routes de la soie, qui sont des points, des étapes dans cette route de la soie, qui lui permettent aussi, vous savez, là, si on parle de géopolitique, il y a la fameuse histoire je suis en train d'oublier le nom, de ce détroit très problématique en Asie et qui fait que à cause de la piraterie, etc., ces approvisionnements ne sont pas assurés. Donc, passer par le Pakistan, passer par l'Asie centrale, c'est extrêmement important. Elle diversifie les routes, en fait, la Chine. Donc, le Pakistan, pour ça, est un partenaire. Après, le comportement chinois au Pakistan fait que c'est problématique. Gwadar, c'est près de la zone des Baloutches. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes du fait des comportements
très colonialiste, on va dire, de la Chine. Un certain nombre de ses employés ont été enlevés, par exemple, dans cette région. On voit aussi des problèmes de cette nature aujourd'hui en Afrique, etc. Le comportement de la Chine va aussi être quelque chose à suivre certainement dans tous les pays où elle prend de l'importance. Bon, bien, merci beaucoup. Ah oui, alors la ville, c'était Malacca. Malacca, le détroit de Malacca. Exactement. Le détroit de Malacca est effectivement très problématique et fait qu'une partie des approvisionnements pétroliers, notamment de la Chine, sont tout à fait incertains. D'où l'intérêt de la Chine pour l'Asie centrale, d'où aussi l'intérêt de la Chine pour ce qu'on appelle la route du Nord, puisqu'avec le réchauffement climatique, la route qui passe par l'Arctique est en train de s'ouvrir. Les glaces sont moins épaisses, si je puis dire. Et donc, avec des bateaux à propulsion nucléaire, on peut ouvrir cette route et, qui est très économiquement, apparemment, très rentable. Et donc, la Chine, par exemple, s'intéresse beaucoup à cette route du Nord qui passe notamment par le nord de la Russie. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore, Régis Janté. C'était un vrai plaisir que de vous entretenir de ces questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis le long de ces 6 conférences. Si vous en avez loupé certaines, vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas et nous tenons à votre disposition si vous avez d'autres questions, même après cette conférence. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.